jour. Voici le podcast pour comprendre et maîtriser l'assurance vie, proposé par MMA. Mickaël Joussomme, bonjour. Bonjour. Mickaël, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre podcast consacré à l'épargne et à l'investissement. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous êtes responsable du pôle expertise marché financier au sein de la direction Assurance Vie. Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui est volatilité et nervosité des marchés, faire face avec la diversification. Commençons sans plus attendre avec cette première question. Quand on parle de volatilité, de quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous donner une petite définition ? Alors, techniquement, la volatilité, il s'agit d'une mesure de la variation de la valeur d'un actif, une action, une obligation, au jour le jour, rapportée à la moyenne des variations sur une période donnée, un an par exemple. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les actions cotées sont plus volatiles que les obligations cotées, car les actions dépendent d'un plus grand nombre de paramètres comme le résultat des entreprises, la vie des investisseurs, contrairement aux obligations qui sont un emprunt qui est donc en général plus calme. Existe-t-il un lien entre la volatilité et la performance d'un actif ? Alors oui, la volatilité illustre, on va le dire, la plus grande nervosité de la valorisation d'un actif, mais en l'occurrence ne donne pas d'indication sur la hausse ou la baisse de la valeur de cet actif. Ainsi, une action dont la valeur baisse tous les jours de 1 euro, par exemple, présentera une volatilité très faible alors que sa valeur baisse. En revanche, nous savons que la volatilité, qui exprime donc cette incertitude de valorisation dans le temps de cet actif, c'est un indicateur de risque à court terme, l'incertitude, mais plutôt un indicateur de performance à long terme. Alors du coup, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous l'illustrer ? Alors, on va prendre l'exemple d'une action. Acheter une action pour la détenir quelques jours va présenter un risque très important, puisque sa valeur fluctue beaucoup, donc on est incertain sur la valeur qu'on va récupérer, alors que détenir cette même action sur une durée de 10 ans, par exemple, peut permettre de réduire ce risque, cette incertitude, cette volatilité, tout en profitant de la valorisation sur la durée. Concrètement, qu'est-ce qui peut expliquer la volatilité d'un titre financier ? Alors, reprenons pour simplifier également l'exemple d'une action. On va dire que sa valeur évolue sur un marché principalement en fonction de l'offre et de la demande dont elle fait l'objet, l'intérêt des investisseurs. Quand on observe une forte confrontation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas du même avis, on va pouvoir observer une forte volatilité du titre. En substance, quand une majorité d'investisseurs ont la même vision du potentiel d'évolution de cet actif financier, de cette action, alors la volatilité va être plus faible que s'il y a un fort débat entre acheteurs et vendeurs. Et on a des exemples de valeurs connues qui ne présentent pas ou peu de volatilité, ou au contraire, qui cristallisent de fortes tensions. Alors très récemment, l'actualité, par exemple, on a eu pendant la période Covid des valeurs pharmaceutiques qui avaient assez peu de volatilité parce que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait en acheter dans le moment. Là, plus récemment, avec le conflit en Ukraine, on a les valeurs autour de la défense qui se sont plutôt bien comportées et avec un chemin commun, donc peu de volatilité. Mickaël, autre question, cette volatilité s'exprime-t-elle de la même manière selon le type d'actif ? Alors, la méthode de calcul est identique pour tous les actifs, c'est ce qui permet d'ailleurs de mieux les comparer, mais il va exister malgré tout une hiérarchie en fonction de la nature de cet actif financier et de l'incertitude ou certitude de sa valorisation. Ainsi, on l'a dit tout à l'heure, une obligation qui s'approche de la date de son remboursement final aura une volatilité très faible, puisque la valeur de remboursement est connue et que le temps qui reste à courir est faible, donc peu d'incertitude. En revanche, la valorisation d'une action d'une entreprise qui vient de se créer est particulièrement incertaine et donc très volatile. Et au sein d'une même classe d'actifs, qu'est-ce que l'on peut observer ? Alors oui, effectivement, même pour une classe d'actifs identiques, les actions par exemple, la volatilité peut être très différente. La valorisation des matières premières agricoles est connue pour être très volatile compte tenu d'un grand nombre de paramètres qui conduisent à leur évolution, évidemment, comme la météo. La différence vient justement de cette certitude ou de cette incertitude que le marché et donc les investisseurs ont
ou pas sur l'évolution de la valeur de l'actif. Et vous pouvez nous donner un exemple? Les paramètres sont nombreux, encore une fois, on peut en citer certains. La volatilité peut être la conséquence de la publication d'un mauvais indicateur économique qui va concerner directement ou non l'entreprise, d'une mauvaise nouvelle pour un secteur d'activité complet, de l'échec d'un lancement de produits pour une entreprise donnée, d'un changement de l'environnement économique tout simplement, comme la hausse ou la baisse des taux d'intérêt par exemple. Alors comme je détiens moi-même une assurance vie, je me sens obligé de vous poser une question. Les unités de compte en assurance vie sont-elles concernées par la volatilité? Alors je vais vous répondre oui, mais je vais d'abord apporter une précision. Quand vous investissez une partie de votre épargne sur un contrat d'assurance vie, vous n'achetez pas directement des actions ou des obligations. Vous investissez dans des produits financiers qui eux-mêmes achètent des actions, des obligations. C'est ce que les professionnels appellent des SICAV ou des fonds communs de placement. Ces SICAV et ces fonds communs de placement, dont la gestion est assurée par une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers, va choisir les actifs dans lesquels investir en fonction de l'objectif du fonds. L'objectif peut être de nature très différente, par exemple les actions ou les obligations, comme nous l'avons dit. Dans l'univers des actions, on va pouvoir aller chercher des actions dans la zone euro, les États-Unis, mais aussi aller chercher des actions dites sectorielles autour, par exemple, de la pharmacie, des ressources naturelles, etc. Donc si je comprends bien, une SICAV ou un fonds commun de placement va effectuer de nombreux investissements qui, combinés, permettront de chercher l'objectif déterminé tout en diversifiant le risque. C'est exactement ça, sachant qu'en plus, le fonds commun de placement ou la SICAV va donner un horizon de durée. C'est-à-dire qu'elle va dire, mon objectif, je cherche à l'atteindre sur une durée minimum de placement de 5 ans, par exemple. D'accord, donc après avoir rappelé ces fondamentaux-là de l'investissement en assurance vie, est-ce que vous pouvez nous donner des tendances en termes de volatilité? Alors oui, bien sûr, quand vous investissez dans une SICAV ou dans un fonds commun de placement, la volatilité déjà sera généralement inférieure à son marché de référence. On l'a dit, on a diversifié, donc il y a de nombreuses lignes, donc c'est une moyenne qui en l'occurrence va s'exprimer, et donc là, on va avoir une volatilité plus faible que sur une action isolée. Puisque nous savons que la diversification limite la volatilité. Donc les placements en SICAV ou fonds communs de placement réalisés via un contrat d'assurance vie restent bien sûr exposés à la volatilité des marchés financiers, c'est certain, mais cette volatilité va être réduite, diluée grâce à la diversification des investissements réalisés. Pour résumer, en investissant, peu importe la classe d'actifs d'ailleurs, on est à un moment donné forcément confronté à la volatilité. Du coup, est-il possible de limiter ces effets? Alors oui, bien sûr, comme nous venons de le voir, la première étape, c'est de procéder à une diversification des placements. En fonction de votre objectif, puisque vous avez une assurance vie, vous allez pouvoir investir, choisir un grand nombre de supports différents, qu'il s'agisse du support en euros, évidemment, mais aussi sur une large gamme de supports en unités de compte. Si le support en euros est, lui, protégé, notamment parce qu'il offre un taux garanti annuel, les unités de compte, elles, vous le savez maintenant, exposent à une perte en capital. Néanmoins, ce sont les supports en unités de compte qui peuvent permettre d'aller capter, sur une donnée, sur une échéance de temps, la performance des marchés financiers, car les actifs les plus volatiles sont aussi potentiellement les plus performants. On l'a déjà dit tout à l'heure. D'accord, mais traduit simplement, quels sont les outils à notre disposition? On l'a dit, la diversification, c'est quand même une base importante, puisqu'on va investir une partie en général significative sur le support en euros qui a, lui, une volatilité extrêmement faible, mais aussi un potentiel de performance plus limité. Et ensuite, on va diversifier en ajoutant des investissements en unités de compte qui vont, eux, permettre d'aller chercher, d'escompter des rendements plus significatifs, alors bien entendu au prix d'une volatilité plus élevée et de ce fait d'une prise de risque également de perte en capital. On a une autre solution? Oui, on l'a dit, le temps réduit le risque, donc conserver longtemps les investissements les plus volatiles est également un moyen de réduire cette volatilité. Et puis enfin, les versements réguliers, verser régulièrement sur des supports d'investissement volatiles,
est également un excellent moyen pour limiter cette volatilité, puisque cela va permettre, en versant régulièrement, de capter, d'investir sur différentes valeurs de souscription, ce qui au final va limiter la volatilité, puisqu'on va avoir une moyenne d'investissement. Alors, évidemment, et il faut le rappeler, l'investissement sur les supports en unité de compte n'est pas garanti, mais sujet à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. C'est cette fameuse volatilité et qui vont dépendre en particulier de l'évolution des marchés financiers. Donc cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital partiel ou total supporté par l'adhérent. Alors du coup, est-ce qu'il est opportun de réaliser des arbitrages en fonction de l'actualité ? Alors, contrairement à ce qu'imaginent de nombreux épargnants, réaliser des arbitrages en fonction de l'actualité, finalement, ajoute de la volatilité à l'investissement, donc ajoute du risque, de l'incertitude, puisque, en réalité, on ne sait pas quelles vont être les conséquences de cette actualité sur la valorisation des actifs. Mickaël, au final, la volatilité, ami ou ennemi de l'épargnant ? J'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. La volatilité est inhérente au fonctionnement des marchés financiers. Il faut donc l'accepter et s'en faire une alliée au service de ses objectifs. On l'a dit, en diversifiant ses investissements, en réalisant des versements réguliers et enfin en maintenant son investissement dans la durée. C'est ça la bonne recette. D'accord, donc la volatilité peut donc être notre allié. Nous resterons donc sur cette idée. Ce podcast touche à sa fin. Mickaël, merci pour votre éclairage sur le sujet. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt. À bientôt. Ce podcast est produit par la direction Assurance Vie et les Éco-Publishing pour MMA.